Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. La tempête de septembre 1930 a été un événement tragique pour les thoniers en pêche dans la tourmente. Pour comprendre le récit de la tragédie, un détour sur le contexte s'impose. Vers la pêche au thon germon. Du XVIIe siècle au début du XXe siècle, sur la façade atlantique, d'Hendaye au Conquet, l'économie de la pêche s'appuie essentiellement sur les revenus de la sardine et de l'anchois. Au milieu du XVIIIe siècle, les pêcheurs du Pays Basque et de l'Île-Dieu pratiquent la pêche au thon blanc, dit germon. À partir des années 1890, la technique se diffuse dans les ports bretons de la côte sud. Au début du XXe siècle, de La Rochelle, au Sable d'Olonne et à l'Île-Dieu, de la Ria d'Etel à Port-Louis, de Groix à Concarneau et Douarnenez, la pêche du thon germon s'impose. De la chaloupe pontée au dindé. Jusqu'au dernier quart du XIXe siècle, avant que le dindé voie le jour, la pêche au thon germon se pratique sur des chaloupes pontées, des chasse-marées, des lougres, des sloops qu'on appelle gazelles. Groix inaugure l'évolution vers le dindé en 1883 avec Sidonie, chaloupe pontée modifiée qui préfigure la série. Le nombre de dindés ira grandissant dans les principaux ports de la façade atlantique à mesure qu'ils se reconvertiront à la pêche au thon. Le dindé. Comme les autres bateaux de travail avant lui, le dindé est un voilier. À l'avant, selon la force du vent, de la plus grande voile à la plus petite, sur le bout dehors, le grand phoque, le phoque de route, le petit phoque, le tourmentin quand le vent souffle en tempête. Sur la draille, c'est-à-dire l'étai, la trinquette. Au centre, la grand voile aurique. Au-dessus de celle-ci, le flèche de grand voile, appelé parfois hunier. À l'arrière, le tape-cul, appelé aussi dindé. Au regard des archives de l'époque, de la proue à la poupe, le bateau mesure entre 15 mètres pour les plus petits et 22 mètres pour les plus grands, et de 5,50 mètres à 6,50 mètres de large. Entièrement établi, sur les plus grands dindés, la voilure atteint une surface de plus de 300 mètres carrés. Dans le dindé, à l'intérieur du dindé, à l'avant, la soute à voile. C'est là où dort le mousse, sur le tas de voile. Au pied du grand mât, le poêle. Il est aussi parfois plus à l'avant, ou dans la chambre, sous l'échelle de descente. Au centre, la cale. On y entrepose les barriques d'eau douce. À l'arrière, la chambre où mange et dort l'équipage. C'est là que les hommes qui ne sont pas de quart se reposent et se réfugient en cas de gros temps. Sous le plancher, de gros galets servent de lest. Tassés les uns sur les autres, ils peuvent bouger en cas de chavirement. Les équipements du dindé. Le dindé est vif et rapide. C'est indispensable pour suivre la course du thon et ramener une pêche qui se gâte vite, en particulier par temps orageux. Il n'y a pas de barre à roue, mais une barre franche. Dès que le bateau prend de la vitesse, celle-ci devient difficile. Le dindé se gouverne alors avec l'assistance de palans et de rabans, situés de part et d'autre de la barre. En 1930, à bord des dindés, quelques équipements sont embarqués pour faciliter la navigation et parer au pire. Une montre d'habitacle, une lampe pigeon pour l'éclairage intérieur, un baromètre pour appréhender les changements du temps, quelques cartes, le répertoire des feux,
l'almanach du marin breton, un compas pour orienter sa route, une ou deux lignes de sonde à main pour mesurer la hauteur d'eau disponible sous le bateau, un loch pour renseigner la distance parcourue en milles marins, un sextant pour se situer par temps clair, connaître sa latitude, savoir si l'on est plus au nord ou plus au sud, des feux de position au pétrole pour se signaler la nuit aux autres navires. Pas de radio. Pour les nouvelles, il faut se contenter des rencontres avec les vapeurs ou d'autres dindés. Pour les soins et les secours, un coffre à médicaments, indispensable pour soigner notamment les blessures, de rares brassières. Les dindés sont seulement équipés de bouées couronnes en liège. Un canot amarré sur le pont ou filant à l'arrière du bateau. Enfin, les canots de sauvetage se limitant aux zones proches du littoral. Au large, sauf bateau dans la même zone, aucune assistance n'est possible. L'équipage. L'équipage compte généralement 5 hommes et un mousse. Parfois un marin de plus, parfois un de moins. Le dindé est commandé par le patron, parfois lui-même armateur ou co-armateur du bateau. Le recrutement des marins ne se limite pas aux hommes du littoral, ni aux marins aguerris. La pêche au thon attire aussi des ruraux en quête de gains rapides et habitués aux activités saisonnières. À bord, un membre de l'équipage est à part, le mousse, appelé aussi le garçon. Il a entre 12 et 16 ans, parfois moins quand il est le fils du patron. Debout avant tout le monde, il se couche le dernier. C'est le gamin à tout faire du bord. De la préparation du feu, du café, des repas, à l'entretien des hameçons, c'est tout dire. Enfin, dans cet équipage, il est fréquent que des membres soient de la même famille, père et fils en particulier. L'équipement des marins. En pêche, les hommes portent un caleçon long et une chemise à manches longues, 2 tricots, l'un en laine, l'autre en coton, une vareuse, un pantalon de toile écrue, des sabots de bois surmontés de jambières huilées, un béret ou une casquette de toile. Les hommes sont bien couverts, mais ainsi protégés, il ne faut pas tomber à l'eau. Le thon germon. Le thon germon est un gros poisson. En Atlantique, il mesure 40 cm pour les plus petits, les jeunes thons, appelés aussi bonites, et plus d'1 mètre pour les plus gros, les mâles adultes. Le poisson se déplace en bancs constitués d'une à plusieurs centaines d'individus, les mattes. À la recherche de sardines, maquereaux, orphies, crevettes, sèches, il est attiré par les sons et les odeurs que ses proies émettent. Quand il est là, la surface de l'eau s'agite, d'autant que les oiseaux, eux aussi, s'en mêlent. À bord, clochettes, crécelles, tension des lignes annoncent des prises possibles. Le thon germon est un migrateur. À chaque moment de l'année, une zone de pêche différente. Né dans la fosse des Açores, le germon migre à la mi-avril, remonte la côte d'Afrique, la péninsule ibérique et poursuit sa route jusqu'à la mer d'Irlande en septembre, entre la Grande et la Petite Sole. La technique de pêche. La pêche se fait le jour à la ligne traînante. 6 à 7 lignes montées sur 2 tangons qui se déploient de part et d'autre du bateau. Parfois, 3 lignes supplémentaires partent du couronnement arrière et une dernière en tête du tape-cul, soit en tout 17 ou 18 lignes. La pêche peut durer entre 12 et 18 jours, parfois moins, parfois plus, le temps de se rendre sur zone, de pêcher et de revenir. En septembre, route nord-nord-ouest à l'aller, route sud-sud-est au retour. À partir de 300 tons, la pêche est bonne. En 1930, il n'existe pas de glace à bord pour la bonne conservation du poisson. Les thons pêchés sont saignés, vidés, lavés à l'eau de mer, suspendus à des chevalets, tête en bas, protégés par une bâche. Pas trop longtemps quand même. Car de retour au port, une femme, la senteuse, inspectera la cargaison. Elle veillera à la fraîcheur du poisson. Elle regardera. Le mousse saura bien essuyer les yeux du poisson au vinaigre pour les faire briller, mais elle renifle aussi, et elle cherchera l'odeur de rance. De la belle brise au gros temps. En route ou en pêche, comme sur d'autres bateaux à voile, le dindé exige de son équipage d'ajuster la surface de voile en fonction de la force du vent.
Par belle brise, toute voile dehors, le dindé file avec le grand phoque, la trinquette, la grand voile, le hunier, le tape-cul. La vitesse peut atteindre 8 à 9 nœuds, soit 15 km/h. Lorsque le vent fraîchit, le petit phoque est installé à l'avant et le hunier, au-dessus de la grand voile, est affalé. Lorsque le vent forcit, l'équipage prend un ris dans les voiles basses, trinquette à l'avant, grand voile au centre, tape-cul à l'arrière, et le dindé poursuit sa route. Si le gros temps survient, sous tourmentin, trinquette et grand voile à 2 ris, voire 3 ris dans la grand voile, tape-cul ferlé le long du mât, l'équipage se prépare à résister. Parfois la mer et le vent sont trop mauvais. Pour préserver le bateau, l'équipage doit mettre le dindé à la cape. Voilure réduite au maximum, l'avant du bateau est presque face au vent. Il présente à la mer sa proue, partie la plus résistante de la coque. La voile d'avant est mise à contre et la barre poussée sous le vent. L'une et l'autre alors se neutralisent. L'écoute de la grand voile réduite est laissée libre. Elle est choquée. Cette allure freine le dindé qui dérive de 3 ou 4 quarts, face au vent, protégé par un remous protecteur créé par sa propre dérive. Si la cape est intenable, il faut mettre le dindé en fuite. Voilure réduite le plus possible, parfois même à sec de toile, le dindé présente son cul au vent et aux vagues. Par gros temps, il n'est pas aisé de le maintenir ainsi. Si le bateau, soulevé et entraîné par les vagues, se met en travers, il peut gîter trop fortement, se coucher et même se retourner. La fuite n'est donc pas sans risque. La météo de septembre. En cette période de la saison, les mâts de thon se situent en mer Celtique, au sud de l'Irlande, aux alentours de la Petite Sole et de la Grande Sole. En ce mois et en ce lieu, il y a une convergence de risques. Le premier est un risque météorologique. C'est la période où le jour et la nuit sont de même durée. Des conflits entre des masses d'air chaud subtropicales et des masses d'air polaire plus froid surviennent. Ces conflits peuvent entraîner de grosses dépressions, des tempêtes d'équinoxe. Le deuxième risque est lié aux fonds eux-mêmes. Dans la zone de pêche, le plateau continental commence. Les fonds passent de 2000 mètres à moins de 200 mètres. Les masses d'eau profondes qui viennent du large remontent et la houle d'ouest des perturbations de l'Atlantique Nord vient se briser sur le plateau continental. Météo et fond. Quand les deux risques s'additionnent, le pire est à craindre. Plus encore, si une dépression se forme à l'ouest et avance vers l'est, et si un anticyclone au nord-est empêche la dépression d'avancer et de s'échapper, le risque est alors une très longue tempête. Septembre 1930. Partir coûte que coûte. Depuis juin, pour les équipages, les prises ont été très moyennes. Certains ont même désarmé. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il faut rentabiliser l'investissement pour les armateurs, les actionnaires. Il faut gagner son pain pour les patrons, les matelots, les mousses. Il faut donc repartir. Laisser mères, femmes et enfants à terre. Oui, la plus forte que j'ai essuyée sur la mer, c'était en 1930. Oui, là, c'était une catastrophe, alors. J'étais sur un voilier. On était sur la côte d'Irlande, du côté de la Grande Sole. La Grande Sole. Oui, ça, c'était un coup dur. Début septembre 1930. La météo est bonne. La mer est belle. Jolie brise.
Jeudi 4 septembre. Premier départ de Concarneau. Second départ le lendemain de Douarnenez. Les deux dindés font route pour se rendre sur les lieux de pêche. Les jours suivants, les départs se succèdent, isolés pour certains, en groupe pour d'autres. Pour tous, un objectif, la mer Celtique, les parages de la Grande Sole, là où sont les mattes de Tongermont. Mardi 16 septembre. La météo est toujours bonne. Les équipages sont confiants. Les marins ne le savent pas, mais ils vont bientôt être rejoints par un temps menaçant, une dépression qui se creuse. Mercredi 17 septembre. La météo évolue. Le bulletin météorologique du 17 signale une dépression qui aborde la Bretagne et les régions ouest. Malgré tout, des départs encore. Au large, dès le matin, certains sont déjà en pêche. Le Champesière, au sud-ouest de la Petite Sole, a pris 100 poissons. Sur le bon retour, une étrange impression. Il y avait une sacrée forte houle. Oh là là, mais il n'y avait pas de vent, pas tellement. Puis, en fin d'après-midi, le vent forcit, et les choses se compliquent. Et à mesure que la nuit commençait à venir, ça commençait à fraîchir, à fraîchir, à fraîchir. Ailleurs, c'est encore calme, mais on commence à s'inquiéter. À bord de l'Oiseau des Tempêtes, le patron est préoccupé. Pas du fait que le mauvais temps pointe son nez, mais du fait de la descente vertigineuse du baromètre. Il faut mettre à la carte. Les équipages s'apprêtent au gros temps. Sur le jeune Émilienne, on se prépare. J'ai dit, les gars, il va falloir travailler serré. Nous allons voir quelque chose qui n'est pas piqué des puces. Il faut retirer tout. On a gardé que notre pantalon. Sur le Marie-Henri, le baromètre a commencé à chuter. Le patron anticipe. Il décide de réduire la voile. Bah, nous les jeunes, on a été un peu étonnés quand le patron nous a fait prendre un riz dans la grand voile et bête de tourmentin. Dans cette soirée du 17, la tempête approche. Le vent commence à souffler en rafale. Certains bateaux sont ballottés et déjà envahis par la mer. La tempête arrive, menaçante. Avant la nuit, le bon retour prend un riz, puis deux riz. Et toujours bateau, au souquet toujours. L'équipage descend la grand voile et reste en cap avec les petites voiles. Première nuit dans la tempête. Ici, le vent continue de fraîchir. Là, il mollit, se calme et reprend de plus belle. Sur le 1007, l'inquiétude grandit et l'angoisse est palpable. Il n'y avait pas une parole à bord. 4 heures du matin. Pour le Marie-Henri, en cap, sous tourmentin et grand voile à 3 ris, la situation empire. La mer se creuse de plus en plus. Les paquets arrivent de tous les côtés. Route noire cassée, tourmentin emporté. Le vent hurle tellement qu'on a du mal à s'entendre. Jeudi 18 septembre. La flotte, éparpillée sur une zone très étendue, va devoir affronter une dépression qui va traverser la zone de pêche d'ouest en est. Certains, déjà sur zone, seront bientôt au cœur de sa violence. D'autres, plus au sud, en sont plus éloignés, pour un temps. Sans le savoir, les uns s'en éloignent, les autres s'en approchent. Le ciel est noir, impressionnant. L'aiguille des baromètres vibre. Le bon retour tente une manœuvre d'évitement. Il met cap au nord. Il va droit vers la dépression. Le Champesière voit le baromètre descendre rapidement. Il reste sur place. Le Pierre Palvado est au-dessus de la Petite Sole. Le baromètre tombe de 20 divisions en 20 minutes. On s'est dit, mais il est fou. Le patron décide de s'éloigner. Il fait route vers le large. Lui aussi, il rejoint la dépression. Plus on allait au large, et plus la mer grossissait. Les nuages tourbillonnaient, la mer était happée par le ciel. C'était épouvantable. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans la tourmente, avec une voile neuve sur 2 ris, le patron du jeune Émilienne est sur ses gardes. Il craint que le bateau se couche et qu'il reste comme ça. Si la voile prend l'eau et que le bateau est sur le côté,
avec la voile neuve qui se redressera pas. Il décide de mettre à la cape. On est venu au vent et on a saisi la grand voile. On l'a ferlé comme on a pu. Derrière, petit torchon. Devant, tourmentin à toucher la draille. Le bateau a tendance à culer. Il recule face au vent et aux vagues. La mèche en bois du gouvernail pourrait casser. Peu à peu, le bateau reprend de la vitesse. Il ne fait pas tête à la lame. La mer déferle, mais ne vient pas le briser. La cape, donc, pour tenir dans la furie qui vient. Mais même à la cape, le vent, la mer surtout, peuvent menacer les navires. L'oiseau des tempêtes est à la cape dans la grosse mer, tourmentin, grand voile à 3 ris, tangon bridé plat le long du grand mât. Les vagues affreuses balayent le pont, les embruns fouettent de tous bords. Un des tangons casse, tombe dans la grand voile et la déchire. Tout le monde est sur le pont. On sort la voile de rechange par le capot avant et on remplace à grand-peine la voile déchirée et alourdie d'eau. Mais le vent farcit encore. Il n'y a plus moyen de tenir la cape. Le patron décide de mettre en fuite. Voilure réduite, le dindé présente son arrière au vent et aux vagues. Le danger viendra désormais de l'arrière ou des travers arrière. Si le bateau, soulevé et entraîné par les vagues, se met en travers, il peut chavirer et même se retourner. L'équipage file de l'huile pour briser les lames qui arrivent par l'arrière. Espoir dérisoire dans un tel tumulte. Le patron reste seul sur le pont, attaché par les poignets sur le banc devant la barre du gouvernail. Les autres hommes sont dans le poste, ballottés dans tous les sens. D'autres dindés fuient aussi, à sec de toile parfois. Un homme attaché à la barre, un autre attaché aux mains. Les bateaux filent entre les vagues écumeuses, 7 à 8 nœuds. Sur la mer, débris et morceaux de bois. Les patrons font ce qu'ils peuvent, et selon ce qui s'abat sur eux. À la cape, en fuite, en route de retour. Des vagues immenses et surtout croisées qui prennent les bateaux par le travers. Des vents tournants, en rafales redoutables. La casse qui peut à chaque instant tout remettre en cause. 3 ris ou à sec de toile. Sur le pont, dans la chambre, on se cramponne en espérant tenir. Toujours le 18 septembre, 8 h du matin. Sur le Marie-Henri, à la table de la chambre, le patron et un matelot se restaurent un peu. Ils s'apprêtent à relever les 2 hommes restés à la barre. Tout à coup, une lame plus forte que les autres nous a pris par le travers et nous a complètement couchés. Le matelot est balancé à fond de cale, une main en sang. Le patron est passé par-dessus la table et s'est affalé sur une couchette. Le bateau reste couché dans les vagues. Longtemps, trop longtemps. Un matelot crie. Il se redresse. La grand voile a dû se déchirer et nous avons retrouvé l'équilibre. Sur le pont, plus de voile, plus de tape-cul. Tangon, chevalet et thon emportés. Le canot traînait le long du bord, qui en l'air. Et pourtant, on l'avait bien saisi. L'équipage tente de débarrasser le pont. Chacun essayait de s'agripper, comme il pouvait. Un matelot reprend la barre et ramène le bateau cul à la lame. À sec de toile, le bateau fuit. 2 hommes restent sur le pont. L'un veillait sur l'arrière, pour prévenir quand une déferlante arrivait. L'autre tenait le cap. Le reste de l'équipage est en bas, dans la chambre, tendu. Personne ne parlait. Midi. Le Saint-Laurent est à la cape, voile réduite au maximum. Le bateau navigue, comme un oiseau. Et la mer grossit à vue d'œil. Après-midi. Le Marie-Henri, en fuite, fait cap au sud-est. On pouvait pas faire autre chose. L'équipage établit les solides voiles d'hiver et tente de s'éloigner de la dépression. Mais la dépression s'étend. Elle atteint bientôt ceux qui étaient plus au sud. À bord du Denise Yvonne Jean, le vent passe au sud-ouest avec force et le baromètre chute. 18 h. Autour de l'abri du marin, le temps est désormais menaçant. Le patron fait prendre un ris dans la grand voile, établir le petit foc et mettre à la cape. Le Champesière est sous grand voile à un ris et tourmentin. Le baromètre descend à 728 mm de mercure. Voilà bien pour eux aussi l'apparence d'un grand coup de mauvais temps. Pour ceux qui ne sont pas en fuite, réduire et mettre à la cape s'impose. Les dangers rôdent. Il faudra subir d'abord, s'adapter ensuite. 20 h. Autour du Bon Retour, qui a fait route au nord,
le vent souffle en tempête. Mais quand les vents ont monté au nord, le bateau venait de travers la mer, la lame a passé par-dessus la ligne et tombé sur le pont, il a emporté tout de l'autre côté. Tout est parti avec. 2 hommes étaient sur le pont. Ils ont été emportés par la lame. Les autres entendent des cris au loin. Ils lancent un bout. En vain. Deuxième nuit dans la tempête. Sur le Pierre Marguerite, le mousse est sur son tas de voile. Moi, je voulais dormir. Mais difficile avec ces paquets de mer qui nous tombent dessus sans arrêt. À bord du jeune Émilienne, tout l'équipage est en bas. On entendait le vent hurler, la mer briser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nettoyer, arracher tout ce qui est sur le pont. Le vieux second serre son chapelet. D'autres dindés, capots enlevés par les lames, voient l'eau entrer à l'intérieur et remplir leur bateau. Le danger vient désormais de partout. Le bon retour est rempli d'eau. Et le bateau rempli d'eau blanc. Il faut pomper et être attentif au danger. La pluie, c'est plutôt de la grêle, je ne sais pas. Ça te tombe comme des cailloux sur la figure, on ne pouvait pas regarder au vent. 21h15. L'équipage du bon retour est dans l'attente d'une prochaine lame. Personne ne dormait, hein. Tout le monde était sur le qui-vive. On a entendu un fragment aigu suivi de centenaire. J'ai été balancé dans ma couchette. Quand le bateau s'est retracé, je suis sorti avec l'eau. Puis j'ai pu quand même trouver l'échelle. J'ai reconnu l'échelle et j'ai pu quand même trouver les marques pour monter sur le pont. Quand je suis arrivé sur le pont, je voyais le bateau presque chaviré. Vers l'arrière, j'ai entendu une voix dans l'eau. C'était le patron. Il était appelé comme moi aussi, il ne s'est pas rendu compte que la ligne était partie. Il avait plus de rebord, et il gueulait dans les bords, bien sûr. Heureusement que les lignes étaient tout brouillées, les hameçons, tout ça, étaient tout brouillés dans les bords. Ils se sont accrochés dans ses vêtements, dans ses cirés. Autrement, il restait après. Alors, je suis dit oui, pour essayer de l'embarquer, mais un homme comme ça est lourd dans l'eau, hein, avec ses cirés, bottes et tout ça. Je lui ai foutu un coup sur le bras pour le faire lâcher. Et j'ai pu remonter sur le pont et prendre prise alors. Et dire au mousse, le pauvre mousse, tiens bien avec moi. On va tirer le bateau de la trière maintenant, puis la lame. 21h30. Sur le Saint-Laurent, une lame sourde surgit. Personne n'est sur le pont. Nous y sautons tous. Le bateau prend l'eau par le pont. On le dégage en vitesse. On laisse porter, vent arrière, en fuite quoi. Grand voile et tourmentin ramassés. Avec une furie de temps pareil, c'est très dur. On est dans l'attente de la lame qui va nous engloutir. Pour toujours. L'eau monte encore à l'intérieur. Le bateau devient lourd. Il reçoit 3 lames, l'une après l'autre. Nous sommes noyés par la mer. Cuit à la lame, il faut mettre un peu de toile. On établit le tourmentin au travers, au ras du pont. Le baromètre baisse toujours. Les vents soufflent en furie et la mer est terrifiante. Les voiles, les gréements, les équipements cèdent les uns après les autres. 23h30. L'équipage du Saint-Laurent se bat pour sauver sa peau. Faut lutter contre la mer. Pieds nus pour pas glisser. Tête nue, sans cirer. Arrière à la lame. 2 hommes amarrés à la barre, 2 autres à la pompe. L'eau continue de monter. Le vent souffle de plus en plus fort. La mer ne peut pas être plus haute. Les éclairs tombent de tous les bords. Dans une ambiance de fin du monde, on s'efforce de survivre. Sur le bon retour, les 2 pompes ont rendu l'âme. Mer croisée, bateau pris par le travers, aucune manœuvre possible devant la force du vent. Les paquets emportent tout sur leur passage et couchent les navires. Les voiles sont défoncées par les lames, les bateaux remplis d'eau. 3h30, sur le bon retour, on discute de la conduite à tenir. Rester sur le bateau, faire un radeau. L'équipage décide de rester et de colmater. Opération périlleuse et difficile. On m'a amarré les pieds à moi, en train de boucher les trous des jambettes tout le long comme ça. Par moment je flottais, 2 hommes me tenaient. Oh, j'étais un peu de force, je ne pouvais plus. Ils mettaient une voile pour empêcher l'eau de rentrer. Tombez moins.
quand même moins dans le port. On a commencé avec des seaux pour épuiser l'eau d'un bateau comme ça. Il était au Mado, il y avait l'eau au plus haut de moi. 4 heures. Autour de l'abri du marin, les vents tournent, augmentent et se déchaînent. Le patron décide finalement de fuir. 4h30. La gueuse voit le bonhomme Barbe d'Or passer derrière lui. Il est complètement désemparé et fuit vent arrière sur son tourmentin. Pont balayé, mât de tape-cul couché. Les hommes font signe de venir à leur aide. Mais le vent est trop fort. Il interdit toute manœuvre de secours. Plus tard, le bonhomme Barbe d'Or perdra 2 hommes. Le reste de l'équipage finira par abandonner le bateau et sera secouru par un autre dindé. Ailleurs, même tragédie. L'Arvoris voit le dindé Albatros qui s'en va à la dérive, dématé, sans voile, à moitié rempli d'eau. 3 hommes sont encore à bord. Le patron met le canot à la mer et envoie 2 hommes sauver les naufragés. 2 heures de lutte pour se rapprocher, les embarquer et les ramener en sécurité. 7 heures. En fuite, l'abri du marin reçoit par l'arrière un formidable paquet de mer qui couvre complètement le bateau. Le patron est projeté à la mer, mais il n'a pas lâché le rabamba. Il arrive à remonter à bord. L'équipage se trouve sur le pont et chacun doit s'accrocher. La voile est dans l'eau, grand mât éclaté, mât de tape-cul cassé. L'arrière du bateau est endommagé et le bateau fait eau de toutes parts. La chaîne de mouillage a traversé la cale et défoncé une couchette. Toute la chambre est démolie. Les hommes travaillent de leur mieux pour dégager le bateau. Vendredi 19 septembre. Le calvaire des marins continue. Il s'aggrave même. Autour du Saint-Laurent, le temps est toujours le même. Pas la moindre embellie. Pas de vue. Avec la pluie et la grêle qui tombe. La dépression poursuit sa course. Et la mer devient plus grosse encore. Le 1007 est confronté à une lame immense qui s'abat sur le navire. On appelle ça des parapluies. Je sais pas quelle hauteur. Un gouffre, certainement de 30 mètres. Elle était à 400, 500 mètres de nous. On était dedans. On aurait dû être écrasés, tués. On a reçu un seul paquet. On a eu une chance inouïe. Un homme a été balayé par-dessus le banc. Mais il est resté à bord. Sur l'œillet d'Étel, l'équipage est subjugué par le spectacle qui s'offre à ses yeux. C'était d'une beauté fantastique, une sorte de cyclone. On ne voyait pas grand-chose, de l'écume blanche partout. Ce spectacle me tenait sur le pont. Mais le danger guette. J'ai vu une grande montagne d'eau m'arriver dessus. Je me suis cramponné à la barre. Elle a cassé en deux. Cassé en deux une barre de fer comme ça. Le bateau a chaviré. Le bout du mât a touché l'eau. Pendant quelques minutes, nous avons bien cru y rester. Notre voile avait commencé à se découdre sous la violence du vent. Le bateau s'est redressé. Nous avons compris que nous pouvions nous en tirer. Nous avons attrapé toutes les haches. Tout ce qui nous gênait, on le coupait. Quand le bateau attrapait un coup de mer sur son cul, la vent plongeait dans la mer. Il faut mettre un peu de toile à l'avant. Le plus jeune s'en charge. Il se cramponne sur le bout dehors pour installer la voile. J'ai enlevé mon ciré, décaplé ma vareuse, puis on m'a amarré. Je cherchais des yeux un bout de bois pour m'accrocher, pour rester sur l'eau. J'ai revu tout mon passé. Ma mère, ma bonne femme. Je me disais, je vais essayer de prendre un espoir et de m'accrocher. L'intensité de l'ouragan est terrible et le vent écrase littéralement les bateaux. Les paquets de mer attaquent par l'arrière ceux qui fuient, éclatant les couronnements, dévastant ponts, voiles et gréements. Les pertes d'hommes se succèdent. Marins projetés sur le pont et tués net. Matelots emportés par les lames. En cap, en fuite, en cap puis en fuite, en fuite puis en cap. Partout, le même spectacle de violence immense et de désolation. Ouais, on se demande quand va finir cette sarabande. Dans les mouvements désordonnés qui secouent les dindés dans tous les sens, les hommes s'agrippent comme ils peuvent pour ne pas être jetés par-dessus bord. Il faut se cramponner ou s'amarrer solidement. 8h30. Sur le Pierre Palvado, les événements se précipitent. Le bateau est à la cape.
Grand voile à 2 ris, trinquette à l'avant, tape-cul à 2 ris. Avec la force du vent, la corne a cassé. L'équipage amène la grand voile, garde la trinquette et envoie le tourmentant. Je connaissais le bateau. Je savais comment le maintenir le mieux à la cape. Mais les éléments sont déchaînés. Ça faisait un potin. J'ai entendu des bombes pourtant à la guerre de 14. Mais pas un potin comme ça. Les paquets de mer surgissent. Je me suis dit, ça y est. On a reçu un paquet de mer sous l'avant car on portait la trinquette. Quand la trinquette est partie, il y avait un sacré paquet de toiles en moins, forcément. Le bateau venait de bout au vent. Puis après, il a battu. Je me suis dit, on va se faire piquer tout à l'heure. Et on va se mettre en travers. Alors j'ai dit, on va faire vent arrière. On va laisser porter, et puis on va pousser le foc un petit peu plus haut. Et après on verra. On a laissé porter. Lancé vent arrière, le bateau arrive dans les brisants, et les paquets de mer menacent par l'arrière. Et c'est là qu'on s'est fait piquer. On a été engloutis. Le bateau se couche. Puis il se retourne complètement. Dans la chambre, on marchait sous le plafond. Sans dessus-dessous, on ne s'est pas bien rendu compte du temps que ça a duré. Alors une autre vague est passée au-dessous, un autre paquet de mer l'a retourné, tout doucement. Ça craquait de partout. Ça avait de quoi devenir fou. On se cramponnait comme on pouvait. Le Pierre Palvado est ravagé. Mât emporté. Pire encore. Le bateau était à moitié plein. Davantage d'eau dans la cale que dans la chambre. Le bateau piquait du nez. Il coulait par là. La porte de la cale est bloquée. Avec le poids de l'eau, on ne pouvait pas l'ouvrir. Alors j'attrape la hache et blanc. Quand elle a été dévodie, le bateau s'est rétabli. Le premier matelot a la tête la première dans la chambre. Sa jambe est coincée dehors. Il gueulait comme un putois. On l'a affalé en bas. L'équipage monte sur le pont et cherche le second matelot. Il était dans l'eau à 20 mètres du bateau. Il se tenait par un bout. Je crie, l'arc pas, bon sang, ne l'arc pas toujours, l'arc pas. Il passait dans l'eau de temps en temps. Il plongeait, puis il remontait. Attention, attention, il y a un autre paquet qui s'amène. Le bateau a culé dans la vague. La vague a couvert le bateau et l'a refoutu sur le pont. Il est retombé en arrière sur le couronnement. Il a jeté un cri comme une bête fauve, la tête en arrière. Il a renversé et il a vomi. On l'a rattrapé, puis on l'a descendu. À l'arrière du mât défoncé, une grande ouverture où l'eau s'engouffre. Dans la cale, le pont s'est affaissé de 20 cm. 4 tirants, installés dans la largeur du bateau, retiennent le pont. Sans eux, le pont serait affalé à fond de cale, et on serait pas là. Pont défoncé et affaissé, éléments déchaînés. L'équipage est aux abois, la peur au ventre. Ceux qui étaient de quart ne veulent pas reprendre la barre. Le matelot tombé à l'eau a repris ses esprits. Il m'a dit, je vais prendre la barre avec toi. J'ai dit aux autres, vous autres, allez pomper, mais amarrez-vous bien. À la même heure, à bord du Pierre Marguerite, le spectacle est toujours le même. Ciel gris d'acier, vagues bordées d'écume, bateau secoué. Les hommes sont désorientés par ce vent qui se joue d'eux. C'est comme si ça frôlait. Tantôt il est au nord-ouest, puis tout à coup au suroît, à l'ouest à nouveau, et brusquement, il revient dans le suroît. Les rafales de pluie mêlées d'écume aveuglent. Ça souffle de partout, avec des embardées incontrôlables. Incontrôlables. L'équipage réduit la toile au maximum. Sinon on chavirait. On chavirait. Le Denise Yvonne Jean reçoit un paquet de mer. Les 2 hommes de quart se précipitent dans le panneau arrière pour ne pas être enlevés. Mais le navire chavire et se retourne complètement. La quille en l'air. Nous sommes restés comme ça 15 à 20 minutes. Des siècles. Comme sur le Pierre Palvado, les hommes sont collés au plafond. Heureusement pour eux, ni le pont, ni le lest n'ont bougé. Là aussi,
une autre forte lame redresse complètement le navire. Sur le pont, les voiles et les deux mâts ont été arrachés. 3 hommes coupent l'été qui retient le mât cassé et qui menace de crever la coque. 19 septembre, 9h. Une menace d'une autre nature se dessine, la collision entre dindés. Le Marie-Georgette est à la cape, face au vent. Devant lui, un dindé qui fuit. Le dindé s'approche. Le Marie-Georgette parvient à s'écarter pour éviter le pire. Tambon tribord enlevé et guille brisé, mais collision évitée de justesse. Partout on se bat comme on peut. 10 heures. Le Champesière déchire sa trinquette. L'équipage établit la trinquette de rechange et, devant l'impossibilité de faire route, remet en cap. Sur le bon retour, la situation est précaire. Rien à boire, rien à manger. On était remplis de boutons, les mains, le cou, partout. Il était au gré de la mer et du vent, on allait comme ça. Soudain, l'espoir revient. Moi, j'étais à la barre. Je voyais la fumée d'un vapeur. Ah oui, où tu vois, ils étaient derrière nous. Je dis, il nous a vus. Ah, il vient sur nous. On est sauvés. Après-midi. À bord du Pierre Palvado, qui poursuit sa fuite, les 2 hommes de barre sont épuisés, secoués dans tous les sens. Plus de force, paquet de mer par-ci, par-là, à hauteur de mât, tout le temps. Amarrés courbants, mangés par l'eau. La tension est à son comble. On se regardait, on perdait pas le moral. Les hommes pensent à leur famille. Ma pauvre femme et pauvres petits-enfants. Je pensais à tout ça. Ils longent un autre dindé. À moitié coulé, l'arrière sous l'eau. Surtout, la réalité se rappelle tout le temps. Il faut regarder partout, veiller aux paquets de mer qui viennent. Les autres matelots sont en bas, dans la chambre. Le mousse est interdit de pont. Il est resté 3 jours en bas. Je lui disais, n'aie pas peur, Tiga, n'aie pas peur. Alors il me répondait, non, j'ai pas peur. Je lui ai dit, tu la reverras ta maman. Bon, je veux bien qu'il me dise. Pauvre petit bonhomme. Les calvaires continuent. Matelot emporté devant son fils qui ne peut rien faire. Matelot emporté par les lames ou accroché à des épaves. Impossible à secourir. 13 heures. Le moussaillon revient vers la terre. Vent arrière, avec 2 riz dans la grand voile. Le patron est avec un matelot à la barre. Un autre matelot se trouve près du mât. Le patron lui demande d'y monter pour tenter d'apercevoir la terre. Tout à coup, le dindé reçoit un énorme paquet de mer par la hanche tribord. Le bateau est couché quelques longues secondes, puis se redresse. Le matelot n'a pas lâché le mât. Il en descend et aperçoit le patron à 50 mètres du bord. Il lui jette la bouée couronne et quelques bouts de bois, en vain. Quant au second matelot qui était à la barre avec le patron, il ne le voit pas. Les autres hommes montent sur le pont, hissent la trinquette pour virer de bord. L'équipage du moussaillon restera 2 heures sur place pour retrouver ses camarades, sans voir personne. Voiliers désemparés, hommes emportés, hommes grièvement blessés, tous les équipages sont en souffrance. 14 heures. Le Champesière attrape un coup de mer. Le bateau craque de l'avant à l'arrière et le petit phoque est emporté. Le bateau vient bout au vent. Il cule. La barre casse ses rabans. Le gouvernail frappe violemment contre les tambours et une voie d'eau se déclare par la citerne. La grand voile commence à se déchirer et le bateau fait eau un peu partout. Il fera pomper des heures sans s'arrêter. La soirée s'annonce encore difficile. Les bateaux vont-ils tenir ou céder à ces assauts répétés? Quand et comment cela va-t-il finir? 20 heures. À bord du Pierre Marguerite en fuite. Tout le monde est éreinté par les mouvements désordonnés que subit le dindé. Pourvu qu'il tienne. Pourvu qu'il tienne. Le mousse s'assoupit. Puis il se sent projeté. Le dindé vient de se coucher sur l'eau. Quand il lève les yeux, le mousse ne sait plus où il est. Il éclate en sanglots. On va tous finir ici. Puis, venu par le travers arrière, une vague énorme vient redresser le bateau, le remettant d'aplomb. La fuite recommence. La coque craque sans arrêt, laissant encore craindre le pire. L'eau dégouline entre les bordées. Dans le poste, c'est un ronflement énorme et continu où se mêlent les plaintes des bois qui craquent, les hurlements du vent et le vacarme des assauts de vagues. Des flots d'eau s'engouffrent par un panneau disloqué.
enfer humide et terrifiant. Le mousse, inquiet de ne voir personne, grimpe jusqu'au pont. Il suffoque sous les bourrasques monstrueuses qui lui coupent le souffle. Là-haut, tout a changé. Le Dindé flotte encore, mais c'est un bateau fantôme, méconnaissable. Devant lui, il distingue la silhouette d'un matelot attaché à la barre. Tout à coup, il réalise que le matelot est seul. L'autre matelot n'est plus là. Où il est? Il n'était pas avec toi? Le patron le rejoint. Ah, mon pauvre, il rentrera pas à Concarneau avec nous. La mer l'a emporté. Chienne de mer. Brusquement, un matelot qui surveillait l'arrière se met à crier. Crochez-vous vite, elle arrive sur nous. Un autre matelot se jette sur le mousse pour le protéger. Le torrent d'eau s'écroule sur eux, comme s'il voulait les écraser. Le matelot qui vient de sauver le mousse se relève. Ben, c'est pas encore celle-là qui nous aura. À nouveau, la chaîne des seaux. Plus rien à manger. Pas d'eau potable. J'ai quand même réussi à attraper une queue de thon qui flottait dans la chambre. La part de chacun sera dérisoire. Troisième nuit dans la tempête. Le plus dur, c'est quand il faut reprendre la nuit. C'était long, hein. Le pont affaissé du Pierre Palvado est tout fendu. Ça rentrait de partout. La pompe et le crachet gros comme ça. C'était pas beau. Il y avait une pagaille. Désemparé, dans sa fuite, devant lui, mais il ne le sait pas encore, un Dindé est à la cape. Les navires se rapprochent. Dans le vent assourdissant, un matelot du Pierre Palvado crie. Une voile. Oh, fais gaffe. Les Dindés vont-ils se percuter? On est passé à le toucher. Le bon retour est désormais accompagné par le chalutier à vapeur. Et alors, tout son équipage, ils sont restés toute la nuit sur le pont. Et le commandant, le patron, m'a fini par le porte-voix en nous disant « Et avant qu'il coule, vous ferez signe ». Le Pierre Marguerite est désemparé. Un tangon dans l'eau, l'autre qui traîne comme une ancre flottante, comme un goéland blessé qui essaye de survivre. Au milieu de la nuit, le patron réunit les hommes encore éveillés. Que doit-il faire? Essayer de regagner la terre? Ou se laisser dériver dans le sens du vent? Le patron décide de se rapprocher de Pinmar. Ce n'est pas sans risque. Justement, le Dindé et la coue brillaient au large de Pinmar. À la cape, en pleine furie de temps, il vient de recevoir un paquet de mer. Un tangon menace de défoncer la grand-voile. Sans elle, le bateau pourrait bien se mettre en travers de la mer énorme, et là, se retourner. Le fils du patron, un très jeune matelot, se précipite dans les haubans vers la tête de mât pour parer le tangon. L'équipage l'exhorte à ne pas y aller. Il y va quand même. Après une demi-heure d'un farouche courage, il réussit à écarter le danger. Le Denise Yvonne Jean a la corne de rechange en guise de mât et 2 focs en guise de voile. Chacun à leur tour, les hommes prennent un peu de repos et s'inquiètent de la suite. Que devenir? Nous n'avions plus rien à boire ni à manger, si ce n'est notre petite caisse de biscuits. Malgré tout, la situation s'améliore un peu. L'eau ne montait plus que jusqu'au plancher. Nous avons pu nous arrêter un peu, car nous étions exténués. Par contre, à bord de la Gueuse, en fuite, que les vagues continuent de coiffer, l'eau pénètre de toutes parts. Il a fallu défoncer une partie du pavois pour faciliter l'évacuation de l'eau. Une lame prend le bateau par le travers et le couche sur tribord. La voile était couverte d'eau, à plat sur la mer. Elle nous retint un instant, puis par bonheur elle se déchire. Le bateau se redressa immédiatement, mais tout ce qui se trouvait sur le pont fut emporté. Sauf l'homme de quart. Il est retenu. Son genou est coincé sous la barre du gouvernail. Samedi 20 septembre. La dépression s'éloigne vers le nord-est. Au début du jour, le Pierre Palvado croise encore des épaves qui témoignent du désastre. On a vu des épaves un peu partout. Un grand Dindé à moitié rempli d'eau. Quand on est passé à le toucher, on n'a vu personne. Était là, le nez sous l'eau, l'arrière en l'air.
Le bon retour est toujours accompagné, le vapeur veille sur lui. Autour de la jeune Émilienne, le temps s'améliore. On a hissé la voile sur 2 riz. J'ai fait l'observation solaire. Nous avions dérivé de 110 000. Le Pierre Marguerite croise un autre dindé. Le vent avait sérieusement molli. On a réussi à hisser une voile juste au moment où un tonnier groisillon arrivait à nous. Il nous a fait signe de le suivre. Ils feront la route de retour ensemble. Le Denise Yvonne Jean croise un cargo anglais. Il vint vers nous et nous donna un peu d'eau et de pâte. Le temps devenant plus maniable, tous ceux qui le peuvent font route terre. Les menaces du vent s'éloignent un peu, mais la mer continue à lourdement onduler et à se jeter sur les navires. Le Saint-Laurent approche de terre. Le vent mollit un peu, mais la mer, elle est toujours démontée. À bord du Père Fortuné, un matelot reçoit un paquet de mer en pleine poitrine. Tombé sur le dos, il est grièvement blessé. Il reste un dernier danger à surmonter. L'eau monte toujours à bord, et les bateaux s'alourdissent. Si on ne veut pas couler, au seau ou à la pompe, il faut continuer à vider. Pour certains dindés, la rude épreuve s'achève. Pour d'autres, il faut encore s'activer pour rejoindre la terre ferme. 4e nuit en mer. Le Pierre Marguerite poursuit sa route, toujours accompagné. L'équipage est un peu soulagé. On est enfin sur la bonne route. À bord du Saint-Laurent, par contre, les hommes sont à bout. Il faut gouverner arrière à la lame. Il n'y a qu'un bonhomme qui peut le faire. Nous, à moitié morts au fond du bateau, on vide l'eau comme on peut. 22h30. Les événements se précipitent. On aperçoit le feu de Pamar, mais le bateau s'enfonce à vue d'œil. Il faut aller aux canottes, le vider et le mettre à l'eau. La mise à l'eau est réussie. Un homme embarque à bord. Comme il ne reste qu'un seul aviron, il godille. Le bateau ne gouverne plus. L'équipage met le grand phoque pour essayer de le faire abattre. Peine inutile. Il s'avachit avec sa charge d'eau et commence à couler. 2 matelots sautent à la mer par l'avant. Un 3e coupe la bosse du canot qui menace de couler avec le grand bateau. Puis il godille vers le remous du bord. Un des matelots réussit à embarquer dans le canot. Un 2e se raccroche à l'arrière. Le patron ne sait pas nager. Il se débat dans la mer démontée. Il coule. Il remonte à la surface. Il boit de l'eau. Il passe 2 fois sous l'embarcation. Il est pêché in extremis par les cheveux et monté à bord. Épuisé, tous les hommes sont finalement dans le canot. 3h du matin. Le Père Fortuné s'approche de Groix. 18 heures après avoir reçu un paquet de mer en pleine poitrine et être tombé sur le dos, son matelot blessé expire. 6 heures du matin. Les hommes du Saint-Laurent sont recroquevillés dans leur canotte. Et soudain, un feu au loin. C'est un tonnier. Est-ce qu'il va nous voir? Ouais. 7h30, le jour vient. Les hommes du Saint-Laurent sont debout à la mer en attendant d'être sauvés. Le dindé grand quai s'approche de leur canotte. Il est assez dégréé lui aussi. Il réussit à nous jeter un cordage. On a hissé à bord, l'un après l'autre. Le mousse est arrivé avec sa bouillotte de thé chaud. Tout était pour nous. Là, on peut dire, nous sommes sauvés. Dimanche 21 septembre. La tempête est finie, mais il reste encore beaucoup de dindés dehors. Le Pierre Palvado fait route sur l'île Dieu. Comme un oiseau blessé qui a une aile coupée. Le Marie-Henri rentre à Étel. Nous étions les premiers à rentrer juste après la tempête. Ah, quand les gens ont vu le bateau se présenter au large là-bas, voile établie, ils ont pensé que sur les lieux de pêche, la mer n'avait pas été trop mauvaise. Mais quand nous avons accosté, qu'ils ont vu les dégâts, qu'ils nous ont interrogés, là, l'angoisse est venue. Le bon retour rentre à Concarneau. Quand on est rentré, il y avait plein de monde sur la petite, partout. Le bateau avance péniblement, à moitié couché. Des marins de Groix et d'Étel viennent vers lui pour l'aider à s'amarrer.
lundi 22 septembre. Dans la soirée, le Denise Yvonne Jean croise un dindé, obtient quelques vivres et tente un remorquage. Il nous redonnait lui aussi un peu de ravitaillement et nous donna la remorque. Mais hélas, le temps ne le permettait pas. Et bientôt, la remorque cassa. Le Pierre Palvado arrive le matin à l'Île-Dieu. Quand on est rentré, tout le monde était sur le quai. Mon père, ma mère étaient là, toute la famille. Ils m'ont embrassé, ils ont pleuré forcément. Moi aussi, je pleurais. Je pleurais de les voir pleurer. Mon bonhomme de père, un vieux marin, me dit « Oh, tu reviens de loin, mon pauvre petit gars. Tu reviens de loin. » Mardi 23 septembre. Le Denise Yvonne Jean croise à nouveau un dindé qui lui donne des allumettes et un peu de poisson. Nous étions sauvés. Sur le continent. Sur le continent aussi, la tempête a été terrible. Raz-de-marée, vents et déferlantes ont ravagé les côtes. Bateaux échoués et fracassés. À l'Île-Dieu, 2 enfants emportés par la mer. Avec les premiers retours, toutes les familles, toutes les populations savent désormais le drame et sont dans l'attente de ceux qui ne sont pas revenus. Les quais sont noirs de monde pour voir les survivants et obtenir des renseignements sur ceux qui manquent encore. On cherche des voiles, le regard vers l'horizon. On espère avec anxiété le retour du ou des êtres chers. Un à un, les tonniers rentrent. Certains dans un état épouvantable. 100 mâts de tape-cul, grands mâts brisés, coques remplies d'eau. Pour les familles, c'est le temps des angoisses et des effondrements. La presse suit jour après jour le retour des rescapés et recueille des témoignages terribles. Une semaine après la tempête, Ouest Éclair annonce un bilan provisoire. Déjà 45 morts. De bonnes nouvelles arrivent aussi. Bateaux rencontrés ou signalés. Mais il reste encore beaucoup de dindés manquants. La marine s'est portée au secours des tonniers en détresse. Les recherches sont difficiles. On ne sait rien de leur position sur une mer encore très agitée et dans une zone immense. Chaque port fait front et les églises ne désemplissent pas, car désormais, le drame a posé à terre son sac à malheur. Familles endeuillées, dénuement. La misère guette. Dans les familles touchées, la détresse est incommensurable. Le 26 septembre 1930, le Nouvelliste du Morbihan écrit « Une plainte immense, déchirante, s'élève des foyers de pêcheurs. Les orphelins qui ont faim, les mamans et les épouses qui pleurent, les chers disparus, font entendre une longue clameur de détresse. » Louis Rollin, ministre de la Marine marchande, se rend sur le littoral pour apporter son soutien. La solidarité s'organise. Partout, on collecte des fonds au profit des familles sinistrées. « 17 jours après la tempête. La semeuse n'est toujours pas revenue au sable. Dans la matinée, il faut annoncer aux familles qu'il n'y a plus d'espoir. Frapper à une première porte pour annoncer la terrible nouvelle. Soudain, un enfant arrive à toute allure à bicyclette en criant « Papa! Papa !» Le gamin brandit un télégramme annonçant l'arrivée de la semeuse à Concarneau le jour même. Dindé désemparé, équipage épuisé, mais sain et sauf. « 19 octobre. Louis Le Gall, journaliste à Ouest Éclair, se rend dans le village de Kerdonner, entre Bels et Erdeven. Au nom de l'Ouest Éclair et de ses lecteurs, je suis allé dans les foyers répartir les crédits mis à la disposition des infortunées familles sinistrées. Chez Madame Tréhin, j'emporte la plus douloureuse impression. Sur le pas de sa porte, cette femme me perçoit. Je rentre. Chut. En passant le couloir, elle me fait signe. Dans la pièce de gauche,
Allongé dans son lit, le beau visage émacié d'un vieillard apparaît. C'est mon père. Il a 83 ans. Il ne sait rien. Ce rien me glace. Dans l'autre pièce, la fille de l'octogénaire laisse couler ses larmes. À bord de la Victoire, perdu corps et biens, son mari de 46 ans et son fils de 15 ans ont eu la mer pour linceul. En me racontant cette terrible chose, la mère sanglote. Voilà 6 ans. Mon petit Julien a été emporté. Lui aussi. Il avait 15 ans. Et maintenant, elle clame sa douleur. 3-1. Mon Dieu, 3-1. Je lui parle de son petit Louis âgé de 10 ans. C'est un miracle qu'il ne soit pas resté avec les autres. Il avait fait les 3 marées précédentes. C'est petit. Il ne songe qu'à ça. La mer, la mer. Mais le père n'a pas voulu cette fois. Silencieuse, maintenant, elle hoche la tête. Lui aussi, il serait là-bas. Et il voudra partir un jour, comme les autres. La plupart des bateaux de notre récit sont revenus à terre. Hommes exténués, hommes soulagés, mais souvent aussi le cœur en peine. Certains sont rentrés, pavillon en berne, camarades emportés par la mer, camarades blessés, puis décédés avant de toucher terre. Au moins auront-ils une vraie sépulture. Un mois est passé. La tempête a pris beaucoup de vie et le bilan sera finalement désastreux. Non pas 45 morts comme annoncé une semaine après la tempête, mais 207. 27 dindés perdus corps et biens, 126 veuves, 204 orphelins. Communauté marquée à jamais. Marins traumatisés à vie. J'y pense presque tous les jours à ça. C'est bien ce qui m'empêche de dormir, ça m'énerve. Alors je pense, je fais des cauchemars. Mais sans perdre la boule, hein. Je sais ce que je dis. Hein. J'y pense. Je peux pas m'empêcher d'y penser.